Pointe du Diable sur le littoral sud-est de l'île Maurice. Nous sommes dans la baie de Vieux-Grand-Port. Il y aura bientôt 200 ans depuis que ces lieux ont été témoins de la seule bataille navale remportée par Napoléon. L'île Maurice, alors appelée Île-de-France, était convoitée par les Anglais. Les fortifications, à l'instar de ce qui reste d'une poudrière, ici, avaient été construites par les Français dès 1758. Nous nous dirigeons vers l'île de la Passe, à un peu plus de 4 km au large. La mer autour de l'îlot garde encore les traces de la riche histoire qu'a connue ce coin du bout du monde. La plupart des vestiges datent de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais qui occupaient l'île Maurice après 1810 ont continué l'aménagement de l'île de la Passe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les plus grands canons anglais de l'océan Indien se trouvaient sur cet îlot. Plus loin dans la Passe, les eaux se souviennent de ce mois d'août 1810. Le capitaine Nesbitt Willoughby, commandant le Néréide, et le capitaine Pym, le Sirius, entreprennent de capturer l'île de la Passe. Ils essaient d'y débarquer la nuit, mais la mer est mauvaise et la tentative échoue. Le lundi 13 août, une deuxième tentative réussit. Une semaine plus tard, soit le 20 août, Willoughby observe 5 navires français qui prennent le chemin du port. Il leur envoie un faux signal. Ainsi commence la bataille de Grand-Port, qui a laissé des vestiges au fond de la mer. La bataille fait rage. Le Victor, navire français, est capturé. Mais les Français ne vont pas se laisser faire. La Magicienne, frégate anglaise, fut abandonnée au soir du 24 août par son équipage et sabordée par le feu. Il en fut de même pour la frégate Commodore Sirius, qui cessa de combattre dans la journée du 25 août. En 1964, une équipe de plongeurs amateurs de l'île Maurice a découvert les restes du Sirius. On a étudié cette épave et constaté que les superstructures étaient fortement érodées, mais la partie d'un pont est encore intacte. Des canons, des pièces de plomb et de cuivre, ainsi que de nombreux boulons jonchent le fond marin. Un projet visant à renflouer une partie du Sirius est alors lancé. Malheureusement, en 1968, un groupe de plongeurs, ignorant la valeur historique de cette épave, dynamite une partie du reste du navire afin de récupérer de nombreux éléments tels que le bronze. De timides recherches archéologiques de ce site vont débuter en 1979 avec des moyens limités. Une étude a permis de faire une première ébauche et plus tard un plan détaillé de l'épave dans son état actuel. Ce plan a été la première mesure prise pour lancer une vraie campagne archéologique dans les années 1987-88. En 1989-90, une des ancres est localisée et récupérée. L'île de la Passe a connu plusieurs occupations, allant des Hollandais aux Anglais, en passant par les Français. À chaque passage, les occupants du moment n'ont pas négligé l'importance de ce bout de terre, véritable porte d'entrée pour l'île principale. Après la prise de l'île Maurice, les Anglais vont continuer la fortification de l'île de la Passe. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils vont installer des canons sur l'îlot pour parer à toute éventualité. Des garnisons de Mauriciens vont y séjourner pour garder la place. Comment les hommes ont-ils vécu sur l'île de la Passe? Comment ont-ils construit les fortifications? Quel était leur style de vie? Des travaux archéologiques ont démarré en 2002, avec une première phase axée sur les fouilles, le nettoyage et le maintien de l'île. In the 18th century,
that is the French period of Mauritius. This little island, Île-de-la-Passe, was the key and the star to the Indian Ocean. And it's this little islet because it controls entrance into Grand Port, into the largest and the most important bay on the southern side of Mauritius. The 18th century is extremely important. This was the beginning of modernism, a period when there was huge change, huge political changes, but also a period of new inventions, and great strides were made in technology, including military technology. Historians study this sort of thing by reading texts, by reading written accounts from newspapers or writings from the time. But what we do as archaeologists is to look at the monuments, to look at the things that people built and the way they built them and the way that they were used. And here on Île-de-la-Passe we have a real gem, a real jewel of 18th century military architecture and technology. And we can see through studying the buildings and through studying the way the weaponry worked, that as advances were made in military technology and military engineering in Europe, particularly in France, so the very latest and the very best was brought here to Île-de-la-Passe to defend the southern side of Mauritius. Parmi les bâtiments jadis construits de la sueur des esclaves, des artisans et des militaires français, plusieurs d'entre eux ont vaincu le passage du temps. Ce magasin, toujours debout, servait à garder les vivres et les équipements utilisés sur l'île. Cependant, au fil du temps, il a subi plusieurs modifications. Sur certaines façades, des portes ont été fermées et des fenêtres ouvertes. Ce bâtiment a été utilisé pour abriter un générateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la deuxième partie du siècle dernier, le générateur a servi pour alimenter le phare installé sur l'île. Cette construction était la poudrière. On y découvre un mur d'enceinte pour bien protéger le dépôt de munitions. Les murs étaient de différentes épaisseurs, selon qu'ils étaient plus ou moins exposés à une possible attaque ennemie. Le toit de la poudrière est fait en argamase. L'argamase était faite de blanc d'œuf, de ciment de briques à feu écrasé. Elle permettait de doter la poudrière d'un toit complètement étanche. C'est Jean-François Charpentier de Cossigny qui a construit cette poudrière de l'Île-de-la-Passe. Elle a résisté au temps pendant 2 siècles et demi. Les structures des bâtiments sur l'île étaient faites en pierre de basalte qui étaient acheminées depuis l'île Maurice et taillées sur place. Les murs étaient construits à partir de blocs de coraux qui étaient obtenus sur l'île même depuis 2 carrières. La cimenterie se faisait avec une chaux obtenue sur l'île à partir des coraux. On voit quelque chose ici sur le mur qui entoure la poudrière, mais on voit ça un peu partout sur Île-de-la-Passe, les noms des soldats. Ici, on voit très clairement, c'est T. Bishop, avec son numéro d'immatriculation, donc son numéro de régiment. Et on a aussi, parfois, on voit sur les autres noms, le nom du régiment. On voit ici beaucoup de VF ou VF. V, c'est 5. Et le 5F, c'était le 5 régiment de pied. Donc ça veut dire le 5e régiment d'infanterie. En anglais, F, c'est foot. Donc on voit ici beaucoup de soldats qui ont laissé leurs traces, leur nom gravé sur les murs. La pierre ici, en effet, ce n'est pas une pierre, c'est du corail fossilisé qui sort de l'île de la Passe, même parce que l'île de la Passe est une île de corail. Donc c'est excessivement facile à graver et malgré ça, ça dure. Et le bâtiment, les blocs de corail sont ici depuis 2 siècles et demi. C'est des bâtiments qui étaient construits en 1756 à 58, mais les noms, la plupart de ces noms ont été gravés en 1850, les années 50 et les années 60. Les graffitis sur l'île de la Passe sont surtout l'œuvre des soldats d'origine irlandaise. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Mauriciens qui étaient en garnison sur l'île devaient aussi laisser leur nom inscrit à même le corail.
Le four à boulets était très ingénieux. Celui de l'île de la Passe est l'un des rares qui existent encore dans le monde. C'est une construction classique de l'époque. L'île de France en comptait une demi-douzaine. Un boulet de canon chauffé faisait plus de dégâts à bord d'un bateau en causant un incendie qu'un boulet de canon froid. Les boulets étaient chauffés jusqu'à devenir rouges. Une fois chauffé, le boulet roulait le long des canaux taillés dans la pierre jusqu'à une sortie dans le mur et là, à partir de pinces, ils étaient transportés jusqu'aux bouches des canons et autres mortiers pour être tirés sur l'ennemi. Ces structures abritaient les munitions pour les 2 canons de 6 pouces qu'on avait installés sur l'île. Cette tour d'observation avait été construite avant la Seconde Guerre mondiale et fonctionnait de pair avec les lampes. Il y avait 2 postes pour les sentinelles, construits pendant la période française. Ils répondaient à la première raison d'être de l'île, qui était de surveiller la passe. Ce bâtiment abritait un 2e générateur qui fonctionnait au gazoil. La seule tombe retrouvée sur l'île de la Passe indique la dernière demeure d'un soldat du 86e régiment anglais. L'île de la Passe disposait d'une batterie de 4 mortiers qui étaient catalogués sous le titre de mortier de 13 pouces pour les colonies. Le mortier se différencie du canon dans la mesure où le mortier ciblait davantage les personnes, tandis que les canons devaient atteindre les objets. Le phare a servi à guider les embarcations à trouver la passe pour entrer dans le port. Autour de l'île existent encore les murs de fortification qui rendaient le débarquement plus difficile. Les structures métalliques au-dessus de la mer indiquent l'emplacement des toilettes qui ainsi ne nécessitaient point de système d'égout. Ni le temps, ni les boulets de canon n'ont eu de prise sur les contreforts de l'île. Seule la force de la mer a pu faire une brèche dans la cuirasse de l'île de la Passe. Depuis quelques années, des campagnes archéologiques sont entreprises sur l'île. Les fouilles se font sous la supervision du docteur Geoffrey Summers, qui ce jour-là allait sous l'objectif de notre caméra faire une trouvaille et confirmer la vocation de l'endroit, point stratégique de passage obligé pour entrer dans le vieux grand port. So we are standing on the northern edge of the defences of Ile de la Passe, and this large wall that you see here was the defensive wall, and on the inside of the wall there were 2 cannons which would fire out that way at any ships approaching. If you look at this emplacement, you see that the angle of the stones is different, and that's because the cannon didn't fire straight out to sea, it fired at a slight angle, and if you look out at the sea you can tell where the deep water is. Any ships that were approaching would come through the pass, come that way, round this way, and so the angle of the cannon was very carefully designed so that it could shoot at any ships approaching. Nous nous trouvons non loin de la cuisine, dans une des 2 anciennes carrières de coraux qui se trouvent sur l'île. Visiblement, il y avait eu là une grande activité humaine. Ce qui intéresse, ce sont les traces possibles que les humains ont pu quitter. La recherche archéologique est vitale dans le contexte d'une restauration probable de l'endroit. La remise en état des bâtiments et autres constructions ne peut pas être faite à la légère. Elle doit respecter les réalités de l'époque. Pour pouvoir les restaurer, il convient de découvrir quelle était la méthode de construction de l'époque ainsi que les matériaux qui y étaient utilisés. Le travail archéologique nécessite une approche scientifique et systématique. Le plan de travail est quadrillé afin d'établir un relevé détaillé de tout ce qui y sera découvert. Il faut procéder minutieusement. The reason for excavating here was to try and discover the function of these holes cut into the rock, which were clearly intended to take large wooden supports. And the result is what you see here, these rock cuttings with the grooves, like this one in the bottom. This is a quarry. It's where in the French period stone was being taken out for building. Once the quarry had
fulfilled its purpose. It was filled up with loose rubble to level up the area. And in this rubble, very excitingly, we found a lot of rubbish and debris from the French period. Lots of animal bone and fish bone, which tells us what they were eating. And very poignantly this, a little piece of a clay smoking pipe made somewhere in Europe. One of the soldiers here who broke his pipe, you can see where it's blackened on the inside from the heat of the tobacco. So we're finding these little elements which give us some idea of what it was like for a soldier to be stationed here on Île-de-la-Passe in the Napoleonic period. S'il y a une qualité que l'archéologue doit posséder, c'est bien la patience. Les collaborateurs volontaires du Dr Summers en font l'expérience quotidiennement. We've been working and digging in this trench here for a couple of days, and so far this is the only thing that we found out here, and it's a canister shot, metal sphere, and it was sitting right there until we dug it out. L'archéologie est un champ d'activité très large, et souvent des spécialistes sont appelés en renfort pour interpréter et classer les objets trouvés. Nous avons une collection d'ossements qui proviennent de cette fouille-là. Donc on a des éléments d'oiseaux, mais beaucoup plus de poissons, des arêtes de poissons, des vertèbres. Ce qui veut dire que ça faisait partie de l'alimentation des personnes qui étaient ici. Et le processus, c'est après les fouilles, on va nettoyer, laver et puis cataloguer et puis numéroter pour que ça entre dans les collections au muséum. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer le type d'alimentation des premiers colonisateurs de l'Île-de-la-Passe. Une fois remis au grand jour, ces témoins de la vie et des activités des habitants de l'Île-de-la-Passe doivent être traités afin de les rendre utilisables pour la recherche ou leur mise en valeur auprès du grand public. Les artefacts et écofacts sont nettoyés. Cette étape peut être considérée comme une activité simple, mais elle ne l'est guère. La préparation des artefacts doit s'effectuer avec précaution et prévoyance, puisque chaque matériau requiert des soins particuliers à l'aide d'outils appropriés. Les archéologues, menés par le docteur Geoffrey Summers, ont produit des rapports après chaque campagne archéologique. Les objets sont systématiquement photographiés et répertoriés. Le docteur Summers était assisté dans sa tâche par son épouse, Françoise, qui travaille au département d'architecture de l'université d'Ankara en Turquie. L'étiquetage est un passage obligé. Les dimensions et le poids des vestiges sont aussi enregistrés. Les objets retrouvés lors des fouilles archéologiques fournissent une mine d'informations sur la vie des soldats basés sur l'île à l'époque et viennent confirmer le rôle prépondérant de ce site dans l'océan Indien. Maurice a permis l'accès à l'océan Indien et a servi à la colonisation. Alors sur ce plan de l'île, vous voyez l'endroit où se situe la tranchée qui nous a donné des résultats très intéressants cette année-ci, entre la façade nord de la batterie supérieure et l'emplacement de la cuisine. Ici c'est la citerne, vous voyez sur la photo la citerne. La batterie supérieure est l'endroit exact où nous avons fait la tranchée, que nous avons mesuré et dessiné sur ce plan. Vous voyez là comment les blocs ont été coupés pour construire donc cette batterie. C'était en fait la carrière. Et ce qui était intéressant, ça c'est une coupe ici, une section. Et cette section nous montre les différentes couches de cette tranchée, celle-ci étant la plus intéressante puisqu'elle date de l'époque de l'occupation française. C'est là que nous avons récupéré les morceaux de pipe, les boutons d'uniforme et d'autres objets très intéressants.
Situé à l'entrée du village de Maillebourg, dans le sud de l'île Maurice, ce bâtiment historique, construit dans un style colonial, abrite aujourd'hui le musée naval du pays. On y découvre des pans de l'histoire de l'île, jusqu'ici enfouis, comme cette partie de la coque de la magicienne, sortie de l'eau. Ou encore ses compas, ses pièces de monnaie, ses clous, ses chevilles. Construite en 1772 à l'aide de roches volcaniques, de bois local et de chaux, ce bâtiment accueille depuis le siècle dernier des vestiges de la bataille navale de Grand-Port. Les objets trouvés lors des fouilles sur l'île de La Passe, initiées en 2002 par le National Heritage Fund, ont légitimement leur place ici. D'autant plus que le lieu lui-même a été intimement lié à la bataille. Il a hébergé les 2 commandants blessés des forces ennemies en présence dans le vieux Grand-Port, lors de la bataille. En effet, ironie du sort, le capitaine anglais Nesbitt Willoughby et le capitaine français Guy Dupéré y furent soignés côte à côte dans la même pièce. Bronze, plomb, cuivre qui ont résisté aux intempéries et à l'usure du temps. Fer rouillé, porcelaine ont refait surface. Les artefacts sont essentiellement des restes de céramique, de bouteilles et autres petits objets qui témoignent des périodes d'occupation successives du lieu et de la vie de ses habitants. Ces objets sont ainsi dévoilés au public dans le cadre d'une grande campagne de communication et de sensibilisation. Elle permet de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du site. Un voyage dans le temps à travers les vestiges de l'occupation française sous l'empire de Napoléon. L'occasion de se plonger dans cette passionnante histoire à l'époque où l'île était un point stratégique dans l'océan Indien. Il y a 199 ans, les navires britanniques et français s'affrontaient devant l'île de La Passe pendant la bataille de Grand-Port. Aujourd'hui, tout en conservant la mémoire de cet événement, les eaux de l'océan accueillent volontiers les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ils ne manqueront pas d'être ébahis par l'explosion de couleurs des poissons de récif. Ou encore par une mystérieuse et timide vie grouillante aux côtés des objets 2 fois centenaires qui gardent encore leurs secrets dans le silence des profondeurs. Sur la terre ferme, devant ces fouilles qui durent depuis quelques années, les personnes s'interrogent. Beaucoup de gens nous demandent si on a trouvé des trésors sur l'île de La Passe. Ils croient qu'on vient chercher, qu'on vient fouiller pour retrouver les trésors, que les pirates ont enterré ici de l'or, de l'argent. Non, c'est pas ça l'archéologie. Le trésor, c'est l'héritage culturel. Les bâtiments que nous avons ici, il faut les respecter. C'est ça notre trésor. Les gens qui viennent visiter, il faut qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup d'histoire sur cette petite île. Et il faut respecter l'île, respecter les bâtiments, ne pas laisser les débris, les ordures, ne pas faire des graffitis horribles sur tous les murs et laisser une île propre et attrayante pour tous les visiteurs. À la veille de la célébrité du bicentenaire de la bataille de Vieux Grand-Port, un souhait est à l'ordre du jour. Qu'une fois restaurée, l'île de La Passe devienne une attraction touristique majeure, tout en restant digne de faire partie du patrimoine mondial.